Bonjour, bonsoir les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du PDG de Coinbase qui va toucher 1 million de dollars par jour. C'est vraiment un truc de dingue. Et la question de cette vidéo, c'est Coinbase, 1 million de dollars par jour pendant 10 ans. Est-ce que le capitalisme est devenu fou? Est-ce que les gens sont devenus crazy au point de payer un mec qui a peut-être fait des choses incroyables 1 million de dollars par jour? Donc je reviens rapidement sur cet article de Bloomberg. Donc vous voyez ici, Coinbase, le PDG pourrait toucher plus de 1 million de dollars par jour après l'IPO. Et donc voilà, aujourd'hui on considère que sa part dans Coinbase vaut l'équivalent de 15 milliards de dollars. Hein. Et donc il pourrait avoir 3 milliards de dollars en plus. Et ça équivaudrait effectivement à 1 million de dollars par jour travaillé durant la prochaine décennie. Alors comment il a obtenu ce montant faramineux? Tout simplement, en août 2020, il a reçu 9,3 millions d'options, c'est-à-dire l'équivalent de 3,8% de la boîte et des actions de la boîte, et avec un prix d'exercice de 23,49 dollars. Alors, je sais que pour vous, vous allez vous dire, OK, certaines personnes ne maîtrisent pas trop les options, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous l'expliquer juste après. Mais juste ici, retenons ce chiffre, 23,49 dollars. Donc, il a le droit d'acheter 9,3 millions d'actions à 23,49 dollars. Et ça a été déterminé par le conseil qui a considéré que c'était la juste valeur du prix de l'action à l'époque. Et aujourd'hui, selon Axios, c'est un site de news, on a un acheteur qui a acheté de manière privée, dans une transaction privée, l'équivalent de 127 000 actions Coinbase à 373 dollars. Donc le prix aujourd'hui officiel, en fonction d'une transaction privée, serait de 373 dollars. D'accord? Et les options de Armstrong sont valables pendant 10 ans. Vous voyez ici, valid for 10 years. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement revenir sur cette notion de prix d'exercice, etc. Donc, je vais revenir rapidement sur ce concept. Donc, ici, je vais juste clear. Donc, on a un prix d'exercice de 23 dollars. On va mettre 25 dollars juste pour simplifier. D'accord? On considère que le cours de l'action est de 300 dollars, ou ici, en l'occurrence, 350 dollars. Mais 300 dollars, ça veut dire que la différence, elle est de 275 dollars. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que lorsque Coinbase sera en bourse, Armstrong aura le droit pendant 10 ans, d'accord, d'acheter l'action Coinbase à 23, 25 à 25 dollars, et donc de l'acheter à ce prix-là et de la vendre directement sur le marché. Donc si elle est à 300 dollars, il fera une plus-value de 275 dollars. Si elle est à 400 dollars, il fera une plus-value de 375 dollars, etc., etc., etc. Et donc ça vous montre un peu les chiffres qui sont juste astronomiques. Donc à partir de là, vous allez me dire, OK, Tammy, c'est super tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part une folie? Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre quelque chose de dingue dans l'imaginaire collectif? Est-ce que finalement les gens qui sont déjà dégoûtés, il y a déjà trop d'injustice, il y a le chômage, est-ce que là, c'est pas trop? Est-ce que c'est pas too much? Et j'en reviens encore une fois à ceux qui défendent les cryptos, qui disent on va révolutionner le monde, blablabli, blablabla. Là, le gars, moi je dis bravo, parce que le gars, il a tout compris, il a fait son business, il a tout explosé. Et tous les gens qui te disent ouais, on va révolutionner, ils vont rien révolutionner du tout, et ils vont jamais avoir ce niveau de revenu. Il faut arrêter de rêver. Et moi-même, j'aurais pas, peut-être, mais ça ne m'intéresse pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est too much. Maintenant, la question,
On a le droit de la poser. C'est, premièrement, est-ce que c'est logique? D'accord? Est-ce que derrière, c'est acceptable? Et là, on arrive à la question du capitalisme, d'accord? Du système actuel. Est-ce que le système actuel doit perdurer ou est-ce que ce système, il faut l'éliminer à jamais? Moi, je vais vous dire un truc. Moi, je suis entrepreneur et j'ai quitté la fonction publique. J'étais fonctionnaire, d'accord? Alors, je n'ai pas été que fonctionnaire. J'ai travaillé dans le privé, etc. J'étais analyste, j'ai été trader, j'étais trésorier, etc. Mais j'ai été également prof. Et quand j'ai été prof, il y avait avec moi des gens qui étaient diplômés de HEC, des gens diplômés de Sciences Po, Paris, des gens diplômés de l'école normale supérieure. Et ces gens-là étaient super bons, mais ils gagnaient beaucoup moins que dans le privé. Mais pourquoi ils gagnaient beaucoup moins que dans le privé? Parce que quand tu es fonctionnaire, tu as une sécurité. Tu as la sécurité de l'emploi. Tu travailles, entre guillemets, tu travailles peut-être autant que dans le privé, mais tu as quand même plus de flexibilité, tu as plus d'avantages. Maintenant, l'inconvénient, c'est que tu gagnes moins d'argent, d'accord? Et pour beaucoup, c'est chiant. C'est-à-dire, c'est une routine, voilà, tu es dans ta zone de confort. Quand tu es fonctionnaire, tu es dans ta zone de confort. Tu ne sors pas de ta zone de confort. Donc, il y a beaucoup de gens, le problème, qui restent piégés toute leur vie dans la fonction publique. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens me l'ont dit, hein, des profs, etc., bah, c'est une prison dorée. C'est-à-dire que justement, comme tu as la sécurité, d'accord, tu n'oses pas sortir de la fonction publique parce que tu dis « j'ai un job à vie ». Et donc, on en arrive à ça. C'est-à-dire que quand tu es entrepreneur, d'accord, ben, tu n'es pas sûr du résultat. Le risque, il est méga élevé. Et la sécurité, elle est de zéro. C'est-à-dire personne ne te garantit tes revenus. Et si tu es mauvais, les gens ils vont te dire « dégage, j'ai pas besoin de toi ». Ou alors tu vas avoir des haters, ou alors tu vas avoir des gens. Moi, par exemple, j'ai une école. Je suis hyper content. Je bosse comme un malade, j'apporte énormément de valeur, mais je vais avoir des étudiants qui me disent « ouais, mais c'est pas bien, mais c'est pas ceci, mais c'est pas cela ». Et ils ont raison, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que moi-même, je m'améliore, je peaufine, j'apporte de la valeur. Alors bien sûr, il y aura des gens qui seront toujours chiants parce que ça fait partie de leur nature. Mais quand on voit la TKL, par exemple, on a mis sur Trustpilot, on a des commentaires juste incroyables. Je vais partager avec vous tout ça, mais c'est juste incroyable les commentaires qu'on a eus sur Trustpilot. Mais croyez-moi, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a demandé un temps fou. Share my screen. Alors, attendez 2 secondes. Voilà. Puis on va mettre ça et on va partager tout ça. Voilà. Donc ici, on a des commentaires, en veux-tu, en voilà, etc. Et c'est magnifique. Mais ça représente effectivement, quelque part, voilà, quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire, on voit ici des commentaires de dingue, mais derrière, il y a eu un boulot monstre. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que ce n'était pas gagné d'avance. Et donc, on en revient à cette logique de le risque. C'est-à-dire que quand j'ai créé la TKL, le risque, il était important. Parce que, premièrement, est-ce que tu ne vas pas passer pour un rigolo? Est-ce que tu ne vas pas tout perdre? Est-ce que tu n'aurais pas dû travailler dans une boîte classique? C'est ce que mon père me disait. Il me disait, avec ton CV, bosse dans une banque, dans une boîte, tu vas avoir un salaire, tu vas avoir une sécurité, etc. Donc, très peu de gens vont accepter cette notion de risque. La deuxième chose, c'est que quand tu vois Coinbase, tu dis « waouh, les résultats sont juste incroyables ». Et vous avez raison de le dire. Mais combien de Coinbase? Et les statistiques sont juste impitoyables. Tu vas avoir 1000 boîtes, d'accord? Tu vas avoir 999 échecs et tu vas avoir un Coinbase. Donc l'idée, elle est là, c'est que tu peux avoir beaucoup de boîtes qui sont sur le même domaine, qui font la même chose, qui vont juste échouer, et tu vas avoir un succès. Et c'est la réalité. Quand vous voyez les startups à la Silicon Valley, il y a beaucoup d'échecs, très peu de réussite. Donc, le premier point, c'est
Pourquoi cette rémunération est assez importante? Parce que ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que dans le système capitaliste, si la carotte, d'accord, c'est-à-dire la rémunération, le bonus, n'est pas assez importante, ben, tu ne vas pas inciter les gens à créer une boîte. Parce que dès le départ, ils vont se dire, j'ai une chance sur 1000 d'avoir des résultats de dingue. Donc, je préfère ne pas y aller. Et c'est la vérité. Il y a une chance sur 1000 ou une chance sur 100 d'avoir des résultats de dingue, mais je dirais une chance sur 1000 de, voilà, pour faire partie des milliardaires, etc., c'est une chance sur 1000, une chance sur 10 000. C'est-à-dire que tes chances de réussir sont extrêmement faibles. Mais tout le monde voit la carotte, tout le monde voit Zuckerberg, voit Coinbase, voit l'histoire, d'accord? Et le capitalisme se base justement sur ces histoires de réussite. C'est-à-dire que sans ces histoires de réussite, tu n'as plus de capitalisme. Donc la force du système capitaliste, c'est de vendre des histoires. C'est de vous dire, regardez, ils ont réussi, donc tu peux le faire. Mais il y a 1000 personnes ou 1000 boîtes, il y en a une qui va réussir. C'est comme les Jeux olympiques. Tu ne peux pas dire aux gens, vous aurez tous la médaille d'or. Pourquoi? Parce que si tu donnes à tout le monde la médaille d'or, les gens ne vont plus s'entraîner. Et tu auras des sportifs qui seront hyper gras. Ils ne vont pas s'entraîner, les gars, ils vont boire de la bière. Vous comprenez un peu le principe. C'est pourquoi travailler dur s'il n'y a pas la médaille d'or. Et donc, le capitalisme se base sur cette médaille d'or. Alors, peut-être que c'est un mythe, mais c'est une magnifique histoire. Et c'est là sa force. Sa force, c'est de dire, tu peux toi aussi avoir la médaille d'or si tu bosses dur, mais n'oublie pas, il y en a 1 sur 1000 qui l'aura. Donc, le capitalisme se base sur cette histoire puissante de toi aussi tu peux devenir Bernard Arnault, toi aussi tu peux devenir Armstrong, toi aussi tu peux devenir Zuckerberg, mais pour le devenir, il faut accepter le fait qu'il y en a 1 sur 1000 qui va l'avoir. Et donc, à partir de là, les gens acceptent cette histoire. Donc, par exemple, aux États-Unis, on accepte beaucoup plus les inégalités, on accepte beaucoup plus tout ça. Pourquoi? Parce qu'on se dit, moi aussi, je ferai partie peut-être de ces 1 pour 1000. Mais on sait que c'est quasiment mission impossible. Mais beaucoup de gens se disent, moi aussi, je pourrais en faire partie. D'accord? Donc, c'est vraiment cette histoire qui fait que le capitalisme est puissant aujourd'hui. Encore une fois, je ne sais pas si vous connaissez cette phrase de Churchill. Et je dirais encore une fois, et ça va être mon numéro 2, le capitalisme, c'est le pire système après tous les autres. On a essayé d'autres systèmes, communisme, socialisme dans d'autres pays, etc. Et bien sûr, par exemple, quand tu prends les pays nordiques, type la Suède, le Danemark, etc., il y a un système de flexi-sécurité, il y a un système de redistribution, il y a, ok, très bien, et ça marche super bien. Est-ce que ça va s'appliquer aux États-Unis? Je n'en sais rien, parce qu'encore une fois, les États-Unis, c'est un pays qui s'est bâti sur l'immigration, qui s'est bâti sur le rêve. C'est un Chinois qui va aux États-Unis. Si tu ne le fais pas rêver, il ne va pas aller aux États-Unis. Un Européen, un Africain, un Asiatique, il n'ira jamais aux États-Unis si derrière, il n'y a pas cette notion de rêve, c'est-à-dire tu démarres de zéro et tu deviens Obama. C'est un peu ça le mythe américain. On te vend le rêve de faire partie du top, du top, du top. Mais il y a cette notion de rêve. Tu démarres de zéro et toi aussi, tu peux réussir. Et les Américains sont les champions du monde sur ça. Donc, ils le vendent à fond. Et c'est pour ça qu'ils attirent les meilleurs cerveaux de la planète. Allez à Silicon Valley, il y a des gens du monde entier. Et ils vont attirer les meilleurs cerveaux. Et quand vous voyez les prix Nobel, toujours les États-Unis sont numéro 1 en matière de prix Nobel, mais tu vois que les prix Nobel, ils sont tous étrangers, quoi. Sauf qu'ils sont aux États-Unis, mais ils sont tous étrangers, les mecs. J'exagère à peine, mais vous voyez ce que je veux dire, ça. Ils sont tous... t'as du monde entier, mais les États-Unis ont cette capacité d'attirer les meilleurs cerveaux de la planète, parce que justement, ils jouent sur le rêve. Et on en revient à ce concept de main invisible d'Adam Smith. Adam Smith, il dit la chose suivante. Il dit, OK, c'est un philosophe, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la notion de morale et compagnie. Et Adam Smith, il insiste beaucoup sur le concept que l'égoïsme
permet de tirer le meilleur de chaque individu. C'est-à-dire que chaque individu, en travaillant pour son intérêt personnel, contribue, comme par le biais d'une main invisible, à contribuer à l'intérêt général. C'est-à-dire que la personne qui dit « ouais, moi je vais aider les gens, etc., super, blablabla, blablabla », souvent, vous allez voir que c'est beaucoup de blabla et que cette personne ne va pas faire grand-chose. Mais il y a des personnes qui vont dire « ouais, moi je vais gagner de l'argent. Je vais gagner de l'argent en innovant, en créant des choses, en ayant une boulangerie avec du super bon pain, en créant un vaccin. Il va gagner de l'argent, d'accord? Bien sûr. Mais derrière, il va amener de la valeur. Et donc, en fait, et c'est vraiment ancré dans une morale protestante, il faut vraiment le comprendre, hein, le capitalisme, c'est du protestantisme. C'est ta réussite, tu la gagnes sur terre. Tu ne la gagnes pas en faisant le bien, tu la gagnes en réussissant. Et si tu comprends ça, tu comprends finalement pourquoi le capitalisme, c'est tu réussis en réussissant. Ça veut dire réussir, ça veut dire que tu es quelqu'un de bien. Ça veut dire que tu fais des choses bien, ça veut dire que tu apportes de la valeur. Alors bien sûr, et on va y arriver dans le troisième point, il n'y a pas que ça, d'accord? Mais il faut vraiment comprendre la mentalité américaine. Elle se base, et puis protestante, l'éthique protestante. Le capitalisme se base justement sur le protestantisme et sur le fait que ta réussite, c'est ici-bas que tu l'acquiers. C'est pas en faisant... Voilà, c'est en réussissant et financièrement. Tu dois réussir financièrement. Et donc, on a essayé de trouver des remplaçants. C'est-à-dire, on s'est dit, OK, c'est super tout ça, mais on voit bien que comment dirais-je, le capitalisme, il a des côtés pervers. Il y a une domination de ceux qui possèdent et de ceux qui travaillent pour ceux qui possèdent. On voit qu'il y a des inégalités et l'État a un rôle important à jouer. Adam Smith expliquait que l'État devait jouer le rôle de la défense, la justice, la sécurité, etc. L'éducation, hein, on en a parlé un petit peu avec Friedman également. Donc l'État doit jouer un rôle, mais c'est là où son rôle doit s'arrêter. C'est-à-dire qu'après, quand l'État commence à rentrer dans le business et compagnie, ça devient du grand n'importe quoi. Donc l'État doit laisser le marché faire et n'intervenir que sur les dimensions où il a un vrai impact, un vrai intérêt. Et donc, ici, l'État ne peut pas jouer le rôle d'un entrepreneur parce qu'il ne maîtrise pas cette notion de risque et parce que derrière, c'est pas la même chose quand quelqu'un, par exemple, prend des risques, hypothèque sa maison, travaille comme un dingue, etc. Et quelqu'un qui est dans un cocon et tu lui dis innove. Non, il n'a pas la même motivation, la même passion, la même envie de réussir. Donc pour réussir, pour être un entrepreneur, il faut être un peu fou parce que très peu de gens vont réussir. Ensuite, le côté perso, c'est-à-dire pourquoi le capitalisme est aussi puissant? Parce que derrière, tu te réalises sur un plan personnel. C'est entreprendre, c'est pas juste je crée une boîte géniale, c'est je me développe, j'apporte de la valeur, je sors de ma zone de confort, etc. etc. Et puis, encore une fois, quand tu protèges trop les gens, tu ne les aides pas. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que c'est acquis. Quand dans un pays, tu as trop d'assistance, c'est-à-dire les gens, tu leur dis, tu ne travailles pas, c'est pas grave, tu as le chômage. Tu es malade, il n'y a pas de souci, on va tout faire pour toi. C'est très bien, mais à un certain moment, les gens n'ont plus cette rage de s'en sortir parce que tout est facile. Et il y a quelqu'un qui avait fait une étude par rapport à la ville de New York et il disait que, en fait, à New York, ceux qui cartonnaient les plus, c'était les immigrés ou les fils d'immigrés. Pourquoi? Parce que justement, ils arrivent, ils n'ont rien, ils ont la rage, ils veulent réussir. Et donc, à partir de là, effectivement, les États-Unis se sont vraiment basés sur ça. C'est-à-dire que, en fait, il faut vraiment cette culture de l'outsider. Un peu Rocky, Sylvester Stallone. Je démarre de zéro et j'ai faim, j'ai envie de réussir. Et donc,
le problème de trop d'État, c'est que tu crées finalement une mentalité de bah, pourquoi me casser la tête? Je n'ai pas besoin de me casser la tête parce que tout m'est acquis. Et donc on en arrive au troisième point. Finalement, est-ce que le capitalisme, c'est un bon système? Moi, je dirais encore une fois, et je le pense sincèrement, je dis que pour le moment, on n'a pas trouvé mieux. Maintenant, le gros problème du capitalisme, c'est justement les valeurs. C'est aujourd'hui, les gens sont perdus, c'est-à-dire le fait de gagner de l'argent se suffit en lui-même. Alors que ce n'est pas que l'argent, c'est comment tu l'as gagné, quelle est la valeur que tu as apportée et est-ce que finalement tu as bien gagné ton fric. Parce que si par exemple tu gagnes ton fric en étant un Madoff ou en étant un loup de Wall Street, c'est dégueulasse. D'accord? C'est pas comme ça qu'on veut gagner sa vie. Donc si tu gagnes ta vie en, je sais pas moi, apportant de la valeur, créant des vaccins, en apportant des produits de qualité, en inventant de nouvelles choses, c'est là où tu changes la société et quelque part, tu t'enrichis toi-même également, mais tu t'enrichis en enrichissant les autres. Et donc, c'est vraiment une notion de win-win. Mais pour cela, il faut avoir des valeurs solides. Et le gros problème, il est là. C'est aujourd'hui, les valeurs, c'est je vois les influenceurs sur Instagram, ils ont toutes de belles bagnoles, etc. Je veux être comme eux. Mais ça, c'est des valeurs pourries. Et donc, en fait, c'est le gros problème du capitalisme au XXIe siècle. C'est pas est-ce que c'est un bon système? Parce que de toutes les manières, si tu veux innover, tu as besoin d'avoir une situation de concurrence, de compétition. Tu ne peux pas opérer au meilleur niveau si on te dit tu n'as pas besoin de te casser la tête, tu auras la même rémunération qu'un autre. On est bien d'accord. Soyons cohérents. Si tu arrives à l'école, on te dit tu n'as pas besoin de bosser. De toutes les manières, tu seras numéro 1, tu seras premier de ta classe. Pourquoi tu vas réviser? Pourquoi tu vas prendre des notes? Pourquoi tu vas faire des nuits blanches? Pourquoi? Puisque dès le départ, on te dit tu es assuré de réussir. Par contre, si dès le départ, on te dit tes chances de réussir sont de 5%, donc tu dois bosser comme un dingue. Et à partir de là, tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas fournir plus d'efforts. C'est cette notion de compétition, c'est cette notion de méritocratie. Et donc, on voit bien que ça fait partie, d'ailleurs, même des valeurs. En France, on parle de la méritocratie, et j'y crois. Maintenant, la méritocratie, on en parle beaucoup pour les études, mais dès que tu rentres dans le monde de l'entreprise, ça devient, ce sont des salauds, ce sont ceci, ce sont cela, et on voit bien que les valeurs sont pourries. On n'a pas les bonnes valeurs. Donc, c'est clairement un travail d'éducation, de valeurs. Il faut travailler sur les valeurs, parce que si tu as les bonnes valeurs, plus cette notion d'individualisme, parce que finalement, c'est pas de l'égoïsme, c'est juste un esprit de compétition. C'est un esprit de challenge, c'est l'état d'esprit de se challenger. À Dubaï, il y a cette phrase du cheikh de Dubaï qui est dans la quête de l'excellence, il n'y a pas de ligne d'arrivée. C'est-à-dire que c'est tout le temps, tu dois t'améliorer, progresser en permanence. Et toujours te remettre en question. Et ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais, au contraire. C'est quelque chose de très, très positif pour soi-même, parce que si tu t'élèves, tu élèves les autres et tu contribues à la société. Mais si tu es dans ton coin, à rien foutre, à être négatif, à faire du grand n'importe quoi, tu ne t'élèves pas toi-même et tu n'élèves pas la société. Donc cet esprit de compétition est essentiel. Maintenant, le problème, c'est que il faut accepter le fait que tout le monde ne sera pas numéro 1. Donc voilà, bien sûr, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, et l'idée, encore une fois, c'est pas de vous dire c'est la vérité, non, c'est ma manière de voir les choses. Je considère que le système capitaliste n'est pas parfait, loin de là, qu'il y a beaucoup de problèmes, qu'il y a beaucoup de soucis, mais j'avais déjà fait des vidéos sur le libéralisme, et je vous disais que beaucoup de gens tapent sur le libéralisme, mais en fait, le libéralisme, ils tapent sur le libéralisme parce qu'ils ne le maîtrisent pas, mais le libéralisme est quelque part le système le plus juste qui soit.
le système le plus juste qui soit, parce que finalement, c'est le meilleur qui gagne. C'est celui qui travaille le plus dur, qui fournit le plus d'efforts, qui s'accroche, qui persévère. Et c'est quelque chose qu'on a oublié, d'accord? Et je pense que c'est essentiel, surtout aujourd'hui. Il ne faut pas oublier l'importance, finalement, de travailler sur soi, de s'améliorer en permanence. Et c'est ce qui permet à la société dans son ensemble de progresser. Parce que je pense qu'en progressant toi-même, tu aides les autres à progresser indirectement. Mais si toi, tu ne fais rien et tu critiques, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Voilà, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de liker, de partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao les amis.